Allez, il est temps d'accueillir maintenant un philosophe que l'on n'a plus besoin de présenter. De barbarie à visage humain, à la guerre sans l'aimer, en passant par les derniers jours de Charles Baudelaire, prix interallié, ou ennemi public, souvenez-vous, sa correspondance avec Michel Houellebecq. Ses écrits, on le sait, laissent rarement indifférents. Mais ce soir, il vient nous présenter Hôtel Europe. C'est un livre publié chez Grasset, mais c'est aussi le texte d'une pièce interprétée par Jacques Weber au théâtre de l'Atelier à partir de mardi prochain. On a eu la chance de voir, on va dire, le filage de cette pièce avec Weber qui est incroyable. Alors, joue-t-il Bernard-Henri Lévy ou pas? Il va nous le dire dans un instant. J'imagine que vous avez votre petite idée, Léa et Emmerich. C'est en tout cas de lui dont il s'agit. Vous l'avez deviné. Voici Bernard-Henri Lévy. Bonjour, bienvenue. Hôtel Europe, je l'ai dit, c'est un livre, mais c'est aussi, j'allais dire, pardon, hein, je ne veux pas vous vexer dès le départ, mais c'est avant tout une pièce. Ah, je crois, Vous êtes d'accord? Ah oui, bien sûr. C'est d'abord une pièce. C'est d'abord une pièce. Bien sûr. Interprétée par Jacques Weber, c'est un monologue, mais précisons bien, ce n'est pas une lecture, parce que c'est vraiment incarné, interprété, mis en scène. Vous avez choisi d'ailleurs un metteur en scène bosniaque, je crois. Absolument, qui s'appelle Dino Mustafić, qui est un metteur en scène que j'ai connu à Sarajevo à l'époque de la guerre, il y a 20 ans. Ben, le voilà. Et qui est un grand metteur en scène, peu connu en France, et je crois que là, il va surprendre. Alors, on va situer tout de suite l'action, même si effectivement c'est pas une pièce d'action, il y a encore que. Si. Encore que. Jacques Weber se donne et il est époustouflant hein, dans ce qu'on a vu et ce n'était qu'un filage. Je suis content que vous disiez ça. Ah non mais il est époustouflant. En tout cas, il est dans une chambre d'hôtel. L'Hôtel Europe, il paraît d'ailleurs qu'il existe vraiment, cet Hôtel Europe. Absolument, il a existé, il existe toujours. C'est le premier endroit où je me suis trouvé il y a 22 ans lorsque je suis entré pour la première fois à Sarajevo. C'était l'Hôtel Europe et il existe encore. Le voilà, il a brûlé entre-temps, il a été reconstruit et c'est dans une chambre de cet hôtel que Jacques Weber est supposé être pour préparer un grand discours sur l'Europe. Il est quoi, à 2 heures du discours, c'est ça? Il est à 2 heures du discours. Il y a des SMS qui lui disent de se dépêcher. Il y a des coups à la porte lui disant qu'on l'attend. Il est face à sa page blanche et mystérieusement, ce discours ne s'écrit pas. C'est un discours sur l'Europe. Et puis il est parasité par toute une série de choses, des idées, et puis des souvenirs, des sensations, des images merveilleuses ou au contraire terrifiantes qui l'assiègent. Et ce discours, jusqu'au coup de théâtre final, ne s'écrit pas. Je me suis dit d'ailleurs que vous auriez pu appeler la pièce Hôtel Europe, mais Hôtel AUTEL. Parce qu'on sent bien à travers cette pièce que c'est une véritable religion, l'Europe, pour vous. Oui, enfin, religion, je ne dirais pas, mais je crois surtout que c'est la... Enfin, moi, je pense depuis très longtemps que c'est la seule solution pour les peuples d'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ou bien on construira vraiment l'Europe, comme l'ont voulu les pères fondateurs il y a quelques dizaines d'années, ou bien on ira vers encore plus de chômage, encore plus de précarité, de haine, de la haine, une rupture du lien social et peut-être pire encore. Donc je crois qu'en effet, nous n'avons pas trop le choix dans le monde d'aujourd'hui, ce monde effrayant. Vous lui faites dire c'est le choix de la raison, l'Europe. Le choix de la raison contre l'instinct. Contre oui, l'instinct. C'est le choix de la raison contre l'instinct, c'est le choix de la raison contre la barbarie, c'est le choix de la raison contre les salopards de l'État islamique qui décapitent les journalistes l'un après l'autre, contre l'empire militaire poutinien, contre l'empire commercial chinois. Il y a une civilisation européenne qui est une des plus belles du monde, qui a apporté au monde quelques-unes de ses valeurs les plus précieuses. Et si elle ne se constitue pas en quelque chose qui ressemblera à une nation, je pense qu'elle disparaîtra. Parce que voilà, vous y croyez beaucoup, on le sent, en Europe, mais au fond, vous faites aussi un constat terrible de cette Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Vous faites dire à votre personnage, est-ce que c'est vous d'ailleurs, tiens, avant que je poursuive ma question, est-ce que c'est vous Weber sur scène? Non, c'est pas moi, parce que justement c'est Weber et que quand on... Enfin quand même, quand il a sa compagne qui l'appelle, chanteuse... Non, elle n'est pas chanteuse. Ah oui, c'est vrai qu'elle est chanteuse. Ah, bah, oui, chanteuse, il lui demande, il y a un moment donné très important, comme par il hasard. lui demande, oui, si un certain jour,
un moment comme ça à Milan si elle chantait du Mozart ou du Wagner. Et le spectateur sent à ce moment-là que de la réponse que va donner au téléphone sa correspondante dépend tout. Si elle chantait du Wagner, c'est mal barré. Si elle chantait du Mozart, il y a peut-être une chance. Donc c'est beaucoup vous quand même. C'est un peu moi, mais c'est Weber. Vous savez, quand on a... Weber est une sorte de monstre, c'est un énorme acteur, c'est un géant. Un géant à pattes de colombe, mais un géant aussi. C'est une mémoire colossale. C'est un métier, il n'y a qu'à le voir. C'est un métier invraisemblable. Donc, forcément, il a enrichi ce texte, il l'a déplacé, il l'a fait bouger. Donc, c'est devenu autre chose. On va regarder quelques images avant que Léa Salamé et Émeric Caron interviennent. Vous allez voir Weber sur scène. Alors, dans tous les États, il faut le dire, j'allais dire dans tous les États européens presque, mais la colère... Dans tous les États d'un homme, oui. Exactement. Il est drôle, il est en colère, il est romantique, il est enragé, il est sauvage. Parfois. Il est sauvage, il est habillé, il est nu, il est... Oui, il fait faire tout, il s'habille, il se déshabille, il va dans une baignoire, il se mouille, c'est le cas de le dire sur scène. Oui. Regardez les images de Jacques Weber, ce sera au théâtre de l'Atelier à partir de la semaine prochaine. C'est par là qu'il fallait commencer, par la conférence de Husserl sur l'Europe à Vienne en 1935, en pleine montée du nazisme. Alors je sais bien qu'on n'en est pas là, il faut qu'on se calme. On n'en est heureusement pas encore là. Enfin, quand même, cette montée du racisme, cette xénophobie, cette montée des identitaires... Ce business de la haine au théâtre des Couilles en Or, la nation des Roms, c'est le pogrom qui fait le buzz hier sur Twitter. C'est ce massacre à la sulfateuse en Norvège, parce que le mec est facho et qu'il n'aime pas les musulmans. Ces mêmes musulmans qui à Amsterdam ou Paris mettent leurs femmes en cage et qui sont à peine moins fachos. Vous l'avez compris, c'est du théâtre. Évidemment, du théâtre, mais c'est aussi évidemment une pièce engagée. C'est une pièce politique. Oui, c'est une pièce... C'est pour ça, évidemment, que vous avez fait venir... C'est une pièce sur aujourd'hui, bien sûr. C'est-à-dire que là, ne serait-ce que dans cette petite tirade là qu'on vient de voir, en effet, le business de la haine au théâtre des Couilles en Or, je ne vais pas vous faire un dessin, vous connaissez tous... Vous savez tous à quoi je fais allusion. Ces musulmans à peine moins fachos qui encagent leurs femmes, c'est ce fascisme-islamisme qu'on voit aujourd'hui se renforcer. Donc, bien sûr, l'obsession de l'identité, c'est une pièce qui est contre ça, contre cette idée qu'il faudrait se réfugier, se calfeutrer dans une identité fermée. Donc, c'est une pièce politique. C'est une pièce où il est question des Mistral qu'on va livrer ou non à M. Poutine. Ah, vous dites l'Europe gâteuse et poutinisée d'aujourd'hui. Voilà, l'Europe poutinisée, c'est-à-dire l'Europe, en effet, et c'est une pièce que j'ai écrite il y a plusieurs mois. Mais grâce à Jacques, d'ailleurs, et là, il a été formidable, elle est écrite depuis quelques mois, mais elle est enrichie et réécrite constamment jusqu'à la dernière minute. Donc, en effet, poutinisée, ça veut dire une Europe qui se couche devant Poutine, qui est incapable de la moindre réaction quand il occupe la Crimée, quand il envoie 4 000 ou 5 000 soldats en Ukraine de l'Est, etc. Donc oui, c'est une pièce extrêmement politique, parce que je crois que le théâtre, c'est à ça que ça peut servir aussi. Ça s'adresse directement aux gens, ça leur parle, quand ça marche, à l'estomac, et ça peut parler des vraies questions du moment. Alors, dans le livre, on a le texte de la pièce, suivi de réflexions sur un nouvel âge sombre. C'est-à-dire qu'on va un peu plus loin encore que le texte de la pièce. Vous revenez sur certains passages. Oui, et là, enfin, l'essentiel, c'est la pièce. Oui. L'essentiel, c'est la pièce, mais je crois que mes camarades ont tout lu, et le texte de la pièce, qu'ils ont vu en même temps que moi. On était ensemble dans la salle. Non, Émeric Caron n'a pas vu le filage, mais lui, il a lu l'intégralité du livre, comme nous. D'ailleurs, on a travaillé plus que lui, au final. Je travaillais pour l'émission aussi, mais sur autre chose. C'est oui, pour ça que je ne pouvais pas être là. Sur une autre actualité. Je commence par Léa Salamé. Allez. Oui, parce que moi, j'ai vu le filage. J'ai vu le filage avec vous, Laurent, il y a 2 jours. On a vu votre pièce. Je vais être très honnête avec vous. Quand Laurent Ruquier m'a dit BHL comme invité, j'ai dit non. Encore BHL. Déjà BHL pour ma deuxième. Pas BHL. Vous n'aimez pas BHL, qu'on dise BHL, si, c'est vrai? Ou Bernard-Henri Lévy. Oui, j'aime soit. J'ai un nom que j'habite pas mal. Je me suis dit encore Bernard-Henri Lévy. Et il va y avoir un questionnement à suivre sur Poutine,
j'ai des questions à vous poser sur Poutine, sur Marine Le Pen, sur la Libye. Il y a des choses, il y a des aspects critiques et j'ai beaucoup de choses à vous demander. Mais sur la pièce que j'ai vue il y a 2 jours, je vais vous dire très honnêtement, elle m'a prise à l'estomac. Voilà, vous vouliez que ça prenne à l'estomac, moi ça a marché, elle est bluffante votre pièce. Il y a un souffle, ce cri d'amour, ce cri de colère contre cette Europe qui est en train de crever, qui est porté par Jacques Weber. Il y a tout BHL dedans. C'est à la fois brillant, c'est grandiloquent, c'est mégalo, c'est moi BHL avec Alia Izetbegovic, c'est moi BHL avec François Mitterrand, c'est moi BHL avec Henry Kissinger. Il y a tout ça. Ça manque un peu d'humour, vous tentez un peu d'humour, mais il manque toujours un peu d'autodérision. Mais ça, c'est pas votre cam, on va dire ça comme ça. Donc on vous attend pas sur ça. Il y a surtout et avant tout... Je peux peut-être l'inscrire dans une école d'improvisation. Mélissa peut faire quelque chose. Ou alors aux grosses têtes. Prenez-moi en stage aux grosses têtes. Oh bah là, on va se faire. Très bien, venez aux grosses têtes. Le rendez-vous est pris. J'apprends assez vite, très bien. Permettez-moi Mais de c'est parler... pas le propos de la pièce. Permettez-moi de parler d'abord de la performance de Jacques Weber. Non, il faut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il est absolument époustouflant. Vous disiez, Laurent Ruquier, il est époustouflant. Quel charisme, quelle énergie. Voilà, il est tour à tour. Un monstre de scène. 2 heures d'un homme seul sur scène, un monologue en 5 actes. Il est mélancolique, il est hystérique parfois, il est désespéré, il est éructant, il est parfois vulgaire quand il parle de cul. Il est incroyable, Weber. Est-ce que vous avez voulu... Moi, à un moment, à la fin, j'ai eu peur pour lui qu'il nous fasse une crise cardiaque sur scène. Est-ce que vous avez voulu tuer Jacques Weber, Bernard-Henri Lévy? Je lui suis infiniment reconnaissant de ce qu'il donne à ce texte, de ce qu'il me donne par conséquent et de ce qu'il donne aux idées qui sont défendues dans ce texte. Parce que je suis d'accord avec vous. Évidemment, quand je l'ai choisi, je savais que c'était ça. Je savais qu'il avait ce métier incomparable. Je savais qu'il était ce bloc de mémoire vivant. Quand on a réinventé Cyrano, quand on a joué Corneille, quand on a joué les plus grands textes du répertoire, évidemment qu'on apporte tout ça sur le plateau. Mais il a donné quelque chose de plus et il joue quelque chose, je ne sais pas très bien quoi, on ne se connaît pas si bien, on n'est pas très amis, mais il joue quelque chose d'essentiel. Et je ne pense pas je ne crains pas pour sa santé. Mais c'est vrai qu'après chacun défilage, il y a une espèce d'exténuation, une espèce de presque d'effondrement qui est le propre d'un homme qui a tout donné. Oui, voilà. Vous l'écrivez d'ailleurs dans la deuxième partie du livre. Quel acteur ce Weber, Don Juan et Cyrano, Galilée, le Misanthrope, Monte Cristo, tant d'autres, et cette invraisemblable puissance de jeu, cette panoplie, cette ampleur dont Weber est le nom, sec et tonitruant, sage et magnifique, rêveur et soudain étrangement violent, affalé et raide, danseur ou laboureur de mon texte, air d'enfant coquin ou de prince devenu ascète, ou à la fin, au 5e acte, de bonze franciscain en train de perdre la tête. Le signe que j'y suis, en revanche, les signes comme les preuves fatiguent la vérité. Mais enfin, comment ne pas citer les quelques personnages qui sont des femmes et des hommes de ma vie et qui peuplent ce monologue? Parce que c'est vrai que Weber, c'est vous, quand même, sur scène, on y revient. Et il a perdu 22 kilos pour vous ressembler. Pas pour me ressembler. Alors, vous auriez pu grossir pour que lui, finalement, n'ait pas... L'idée n'était pas... C'est beaucoup plus... Non, c'est pas pour me ressembler. C'est que lorsque je l'ai vu la première fois, c'est vrai qu'il avait 25 kilos de plus. Et que j'ai été un tout petit peu inquiet de ces... Quand il est entré dans mon bureau, c'était Falstaff. Il y avait le prince de Hombourg et il y avait le Cid quelque part comme des fantômes. Et donc vous l'avez mis au régime Ariel Dombal? Comment ça se passe? Donc je l'ai présenté à un médecin. Il a picoré de temps en temps. Que vous n'avez jamais invité, vous avez bien tort, qui s'appelle Frédéric Salman, qui est un très grand médecin et qui est un ami. Et qui lui a dit 2 choses. Il a dit je vais bien, moi j'ai pas besoin d'inviter de médecin. Non. Mais ça fait... Oui, non, mais il lui a dit Bernard-Henri Lévy est mon ami, j'adorerais que vous jouiez cette pièce. Il dit ça à Weber. Deuxièmement, je suis médecin, vous venez me consulter, je vous interdis de la jouer parce que vous allez mourir en scène. Comme vous êtes, avec ces 25 kilos de trop, si vous jouez tous les soirs ce texte, avec tout ce qui est demandé de vous, avec cette façon d'aller, venir, de grimper au rideau, de prendre votre bain, de glisser, vous allez mourir. Donc, serment d'Hippocrate oblige, moi, docteur Salman, je vous interdis de la faire. Sauf si vous perdez 25 kilos, et il les a perdus. Et ça a été une espèce de deal entre la faculté, le théâtre et la littérature. Alors revenons au texte, Léa, puis Émeric. Le deuxième compliment, et puis après ça va... Il y aura... Non, là où je vous trouve courageux, c'est-à-dire
anachronique dans l'air du temps, c'est que vous défendez toute cette pièce, c'est de défendre un mot qui avait mauvaise presse au début du siècle, qui est aujourd'hui une insulte, qui est un mot honteux, qui est un gros mot, qui est le mot de cosmopolitisme. Vous êtes cosmopolite, Bernard-Henri Lévy, vous y allez, on peut tout vous reprocher, et je vais vous reprocher des choses, je vous assure, mais vous êtes cosmopolite, je me suis demandé... Pas forcément, il n'est pas demandeur, hein, ça Non, mais moi j'ai des choses à lui reprocher, et c'est vrai, non, mais soyons sérieux. Mais cette manière, aujourd'hui, de nos jours, quand effectivement on est dans un repli sur soi, de défendre l'idée cosmopolite, c'est-à-dire l'ouverture au monde, à l'universel, sans renier son identité, en cela, je trouve ça courageux, et je me demandais si cet hôtel Europe-là n'était pas votre réponse à Alain Finkielkraut et son identité malheureuse, publiée l'année dernière, qui a eu un immense succès, que vous avez reçu, je pense, ici. Votre rapport à la nation, votre rapport au monde, votre rapport à l'identité, votre rapport à la judéité est l'exact opposé de ce que dit Alain Finkielkraut, et notamment sur l'idée du français de souche, ce mot que vous détestez, que vous abhorrez, que lui revendique. Oui, il y a des français de souche, c'est ce que dit Finkielkraut. Est-ce que c'est votre réponse ? Sur la judaïté, je ne crois pas que nous divergions, je crois qu'on est plutôt d'accord, mais en revanche, sur la question de l'identité, oui. Il y a un moment où Jacques Weber le dit d'ailleurs très, très clairement, il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à nous parler de l'identité malheureuse en France, alors que là, l'identité qui ne va pas, l'identité qui se déglingue, l'identité qui se délite, c'est l'identité européenne. C'est le fait d'être soi-même et d'être un autre. C'est le fait de considérer le lieu où l'on est né, non pas comme un lieu d'enracinement, d'enfermement et de clôture, mais comme un point de départ pour un voyage et pour une ouverture vers l'autre. Donc, ça, vous avez conscience qu'il n'est pas audible, ce discours, aujourd'hui en France ? Il y a deux mots dans cette pièce qui ne sont pas audibles. Il y a le mot de cosmopolitisme, en effet, qui au moment où le Front National fait 25-27%, n'est plus audible. C'est devenu aujourd'hui une insulte. Et il y a un deuxième mot qui n'est pas audible non plus et qui pour moi est très important, et je crois pour Weber aussi, et qui est tout le cœur de la fin de la pièce, c'est le mot de grandeur. La grandeur. Cette pièce, c'est un appel à la grandeur. L'Europe manque de grands hommes ? L'Europe manque de grands hommes. Les nations qui composent l'Europe manquent de grandeur. Le rapport que nous avons à la politique, les réflexes qu'ont nos hommes d'État manquent de grandeur. Si ce texte en appelle à quelque chose, notamment dans ce dernier monologue où Jacques Weber ressuscite ce qu'il appelle ces transfuges du ciel, ces anges et ces parias, c'est-à-dire des grands écrivains, De Gaulle, Churchill. S'il manque quelque chose, c'est des hommes en effet qui soient grands, c'est-à-dire un grand homme, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est capable d'un acte qui ne vienne que de lui. C'est quelqu'un qui est capable d'une parole dont il soit la véritable origine, et c'est quelqu'un qui est capable d'un événement. Quand De Gaulle fait l'appel du 18 juin, c'est un événement. Quand Churchill mène la politique qu'il mène contre les nazis, c'est un événement. C'est quelque chose qui dérègle l'ordre des jours et les prescriptions de l'histoire. Mais c'est là la faiblesse. C'est aussi une de mes critiques sur le fond du texte, et c'est la marque BHL, et c'est ce que j'ai pas aimé dans votre texte, c'est le manichéisme. Il y a chez Bernard-Henri Lévy en permanence les bons et les mauvais. Alors chez vous, les bons, et on le lit dans ce texte, c'est Husserl, c'est Lévinas, c'est Béni Lévy, c'est l'ancien président bosnien. Il y a donc les bons chez Bernard-Henri Lévy, et il y a les mauvais. Les mauvais, c'est pêle-mêle Heidegger, Berlusconi, Marine Le Pen, Dieudonné, et puis le plus méchant, le plus horrible, le plus abominable, c'est Vladimir Poutine en ce moment. Vous continuez de voir le monde de manière binaire, de manière manichéenne, comme ça. Il y a les bons, les mauvais. Avec l'âge, avec l'expérience, Bernard-Henri Lévy. Mais dans une époque... Tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Il y a du gris. Oui, dans une époque où tout se mélange... Non. Dans une époque où les gens confondent tout, dans une époque où les gens mélangent tout, où ils n'ont plus de repères, où ils n'ont plus de boussole, où ils ne sont plus capables de distinguer entre, en effet, un résistant et un collabo, entre un héros et un salaud, je crois que c'est pas mal de dire, en effet, je peux reprendre tous vos exemples, que Heidegger, le nazi, qui a pris sa carte 2 fois au parti nazi, c'est moins bien que Husserl, le résistant aux nazis et le grand penseur de cette universalité. Mais pas selon Bernard-Henri Lévy, selon vos propres critères. Je vous connais, j'ai lu votre portrait dans le magazine du Monde récemment. Selon vos propres critères, j'aimerais que vous m'expliquiez en quoi Heidegger, le nazi, qui prête serment au parti nazi, qui prononce cet horrible discours du rectorat, en quoi il n'est pas moins bien, moins héroïque que, par exemple, Husserl. Berlusconi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je veux bien qu'on fasse l'éloge de Berlusconi, mais si je compare
Berlusconi qui a Ouais, des trucs pas mal, les soirées Bunga Bunga. les soirées Bunga Bunga dont il est question. Je oui, sais, c'est pour ça que j'en dont il est parle, c'est question. dans la pièce. Voilà, c'est dans la pièce. Donc dans la pièce, il y a les soirées Bunga Bunga de Berlusconi et son copinage obscène avec la plupart des dictateurs de la planète. Les Bachar el-Assad, autrefois Kadhafi, Poutine, le dictateur Et là de Corée du encore, Nord. c'est les Attendez, mauvais, entre Kadhafi, lui, Poutine, entre on est lui et encore. Matteo Renzi, le Premier ministre actuel, Les brevets qui se de réclame bon et de mauvais, c'est pénible. qui se réclame de Dante, de Tiepolo et de Goethe, pardonnez-moi, c'est pas être manichéen que de dire que je préfère Matteo Renzi. On va y revenir sur Poutine. Alors attendez, Mais je- Léa, c'est Émeric maintenant et je vous donnerai la parole après. Je vais me mêler Émeric à la Caron. conversation, je vais la Émeric. prendre là où elle est. Hein. Allez-y, Émeric. Le manichéisme. C'est vrai, vous et moi, on est d'accord sur plein de choses, en fait. Sur, effectivement, la lutte contre les extrémismes, sur la lutte contre le Front National. Vous dénoncez un moment Alain Soral, et vous avez bien raison. Ce débat sur l'identité nationale qui est absolument odieux. Là-dessus, nous sommes d'accord. En revanche, là où je ne vous suis plus du tout, en effet, c'est sur l'analyse que vous faites de l'actualité internationale, depuis d'ailleurs de nombreuses années. Analyse qui est très présente dans la pièce. Vous avez cité un nom à l'instant, qui est Izetbegovic, où Léa l'a cité. Et il est très présent dans la pièce, puisque la pièce se déroule à Sarajevo. Et vous en faites un saint d'Izetbegovic. Donc, il faut rappeler pour les spectateurs, Izetbegovic qui était donc le leader des Bosniaques. Des Bosniaques musulmans, il faut préciser qu'il était musulman. Non, des Oui, des alors- Bosniens, c'est-à-dire des Sarajeviens cosmopolites. Voilà, alors, le rêve ça, c'est d'Izetbegovic, ça, c'est pas c'est- de la sainteté. Le combat politique de cet homme, et en effet il en est question dans la pièce, c'était le combat du cosmopolitisme C'était l'un de ses contre discours. la purification ethnique. C'était l'un de ses discours, effectivement, c'était Non, de préserver. c'était le seul. C'était de préserver. Sauf que vous en faites un saint, vous Non, parlez. non. Vous ne parlez que des morts donc musulmans de ce conflit. Non. Si, vous ne parlez pas. Vous parlez à un moment des 200 000 morts. Mais Non, il n'y a pas eu 200 000 morts. Il y a eu 10 000 morts à Sarajevo et 200 000 personnes déplacées. Je parle des 10 000 morts. Non, à un pas moment, il y a, 200. non, il y a 200 000. Non, 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 non. Les cadavres de 200 000 Bosniens. Oui, mais là, quand je parle Voilà. des morts à propos de Or, Izetbegovic, c'est les 10 000 morts de Sarajevo. Non, mais là, il y a bien le chiffre de 200 000. Or, il se trouve que la guerre de Bosnie, c'était plutôt 100 000, puisque les chiffres ont été revus à la baisse depuis, et que les morts sont partagés entre à peu près 70% de morts musulmans, on va dire, ou 60%, 65%, 25-30%. Mais moi, je c'est raisonne pas important. en termes de morts musulmans et de serbes, non-musulmans. et ensuite, le reste, à peu près 7-10% de morts croates. C'est important. Parce que vous livrez... Moi, je suis passionné par l'histoire des Balkans. Et par l'histoire de cette guerre, et là-dessus on se rejoint, Srebrenica c'est une horreur totale, absolue. Voilà, c'est tout, on est qu'il faut... d'accord. Non, oui, Voilà. mais après c'est les responsabilités. Izetbegovic n'était pas un saint. C'est un homme qui a aussi eu la possibilité en 92 de signer une paix qu'il n'a pas signée parce que ça ne lui plaisait pas, alors que les Serbes et les Croates avaient donné leur accord. 92, à quel moment a-t-il eu la possibilité Lorsqu'il y a de eu signer le une paix plan, le fameux plan Carrington, Cutilero, je crois, qui proposait une cantonisation de la Bosnie. Il n'a pas souhaité D'abord, penser à c'était ça. pas Il ça, a ensuite c'était le lancé. plan Non, je veux Van finir. Soen, Je veux et c'est un finir, plan- puisque vous demandez qu'on vous explique en Mais- quoi mais il là- a. mais là, vous êtes- Lorsqu'il lance un référendum dont sont exclus les Serbes de Bosnie à ce moment-là, qui composent donc 30% de la population, référendum sur l'indépendance de la Bosnie par rapport à la Serbie. Les 30% de Serbes, à ce moment-là, ne veulent absolument pas que leur république soit indépendante de la Serbie. Ce sont à chaque fois des gestes qui ont ajouté à l'antagonisme. Ce que je veux dire par là, je ne suis pas en train de vous dire que c'est un homme horrible, un homme terrible. Ce que je veux dire par là, c'est que dans un conflit comme celui-là, ce que m'a appris mon expérience de reporter en allant sur des terrains comme celui-là, mais sur d'autres aussi. Sauf que vous n'étiez pas en Bosnie. J'étais pas en Entre Bosnie, 92 et j'étais pas entre 95. 92 et 94. En revanche, j'y suis allé, comme vous le Moi, savez. j'y étais. Laisse-moi Non, finir, s'il attendez, vous vous me plaît. laissez vous pardon. répondre. J'ai juste reviendrai. Non, Mais laissez-moi sur vous- l'histoire. Trois phrases, Émeric. Oui. C'est que ces conflits-là sont beaucoup plus complexes, et là-dessus je rejoins complètement Léa, beaucoup plus complexes que ce que vous en dites. Il n'y a pas les méchants, les méchants serbes d'un côté, les gentils musulmans bosniaques. C'est beaucoup plus compliqué. Certainement que les responsabilités sont plus d'un côté que de l'autre, mais il y a eu des crimes On a malheureusement dans compris. cette guerre de tous les côtés. On a compris, on laisse parler et répondre Bernard-Henri. J'ai compris. J'ai pas envie de refaire aujourd'hui l'histoire de la guerre de Bosnie. C'est ce que vous faites. Aujourd'hui, j'ai donné au Théâtre de l'Atelier et à Jacques Weber une pièce qui parle de aujourd'hui, de 2014. À propos d'Izetbegovic, on va en dire un mot. La différence entre vous et moi, c'est que moi j'y étais entre 92 et 95. Vous n'y étiez pas, vous étiez trop jeune. La différence entre vous et moi, c'est J'y que suis allé cet quelques années plus tard. Izetbegovic-là, je l'ai extrêmement bien connu. Et quand vous dites que les Serbes... Moi, je ne parle jamais dans ces termes-là. Je ne dis jamais les musulmans pour parler de Sarajevo et je ne dis jamais les Serbes. Je dis les Européens
ceux qui étaient fidèles à l'idée cosmopolite de Sarajevo et ceux qui étaient partisans de la purification ethnique, du viol comme arme de guerre et du génocide à Srebrenica. Et à propos des Serbes, est-ce que vous savez que le défenseur de Sarajevo, l'homme qui a tenu pendant ce siège abominable de 3 ans, du côté d'Izetbegovic, du côté de ceux que vous appelez les musulmans, c'était un Serbe. Il s'appelait Jovan Divjak. Il est vivant, vous pourriez l'inviter, il parle français, il était serbe. C'est d'ailleurs une des choses qui troublait beaucoup les Français, et en particulier François Mitterrand. Et ça, c'est un passage en effet de la pièce où Jacques Weber se souvient de cela. Le jour où François Mitterrand, il avait votre vision, il pensait qu'il y avait d'un côté les musulmans, de l'autre côté les orthodoxes et de l'autre côté les catholiques. C'est une réalité historique. Non, puisque je vous dis que le patron de la défense de Sarajevo, arrêtez de dire n'importe quoi, le chef de la défense de Sarajevo, le patron de l'état-major bosniaque était serbe, de religion orthodoxe, et il se battait au coude à coude, sans considération de religion, hors de ces histoires confessionnelles, pour une Bosnie multiethnique, multicitoyenne et multiconfessionnelle. Léa Salamé reprend la parole. Parlons de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, voilà, attends. les vivants. Les vivants, si c'est possible. Parce que il faut aller vite, parce que je veux absolument faire ma question Libye et absolument faire ma question Marine Le Pen. Mais il y a une question Poutine parce que c'est l'actualité. Votre obsession anti-russe, Bernard-Henri Lévy, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date de votre position sur l'Afghanistan, vous avez soutenu les Moudjahidines parce que vous étiez anti-russe, en Géorgie anti-russe, en Ukraine anti-russe, qualifiez Poutine d'Hitler, quasiment indirectement, mais qualifiez Poutine d'Hitler, le traité en voyou. Est-ce que c'est pas tomber dans son piège, Bernard-Henri Lévy? Est-ce que vous n'avez pas tort de faire de Poutine le grand méchant loup actuellement, aujourd'hui? Poutine, il veut instaurer un climat de guerre froide et vous y allez, en l'insultant ainsi, vous créez ce climat de guerre froide. À qui réussit la guerre froide? Elle réussit aux Russes, elle réussit aux Américains, elle ne réussit pas aux Européens. Les Européens sont marginalisés dans un cas de guerre froide. Est-ce qu'on n'aurait pas plus intérêt à arrêter d'isoler, de marginaliser Poutine, nous les Européens, pour essayer de coopérer avec les Russes? Est-ce que ce n'est pas une grosse erreur? Léa, je laisse répondre. Bernard-Henri Lévy. Vous avez encore 30 secondes pour réfléchir à votre réponse, parce que je vais donner un extrait de votre livre, Ainsi parle Poutine. Je sais, et là on rejoint la question de Léa Salamé, je sais qu'il ne faut jamais comparer l'incomparable et que l'hitlérisme, pour les raisons qui sont dites dans ce texte même, est l'incomparable par excellence. Reste que je suis atterré par l'aveuglement des Européens face à celui que mon personnage, donc Weber dans la pièce, dans l'une des poussées délirantes qui surtout vers la fin se multiplient, appelle le chancelier Poutine. Voilà. Alors, donc en effet, lorsque Weber, merci le texte et merci Laurent Ruquier d'avoir bien voulu le citer, lorsque Weber dit le chancelier Poutine, passage auquel vous faisiez allusion, c'est dans une poussée délirante. Donc je ne pense pas que Poutine ce soit Hitler. En revanche, je pense que la Russie d'aujourd'hui est un pays où le jour de l'anniversaire de la naissance d'Hitler, c'est-à-dire je crois le 20 avril, quand on est basané, on ne sort pas dans les rues parce qu'on risque de se faire taper sur la gueule. Je pense que lorsqu'on manifeste contre le racisme ou contre l'antisémitisme à Moscou aujourd'hui, on se met une cagoule ou on se cache parce qu'on va être sur les pages Facebook de Patrouille Blanche et qu'on va en effet de nouveau se faire taper la tête. Je pense que lorsqu'on est homosexuel en Russie aujourd'hui, on est victime d'une campagne anti-gay, d'une violence, d'une horreur absolue. Et je pense enfin que quand on est ukrainien, quand on a un gamin qui est mort sur le Maïdan en serrant entre ses bras le drapeau de l'Europe, on ne peut pas ne pas voir Poutine comme celui qui est en train d'envahir, vous me parlez d'émotion, dépecer, je vous parle de stratégie. Est-ce qu'on a stratégiquement, est-ce qu'on a politiquement intérêt à isoler Vladimir Poutine, à le marginaliser, à l'exciter dans son orgueil national? Est-ce qu'on a intérêt à faire ça? Léa Salamé, vous êtes trop... Je vous pose la question. Alors, je vous réponds. Le Poutine... D'abord, je ne suis pas anti-russe, contrairement à ce que je vous dis. Vous savez, dans ma génération, je fais partie de ceux qui ont porté si haut les couleurs de la vraie grande culture russe. Je pense à Solzhenitsyn, je pense à Sakharov, je pense à toute cette culture dissidente qui est l'honneur de la Russie. Donc, je ne suis pas anti-russe. En revanche, aujourd'hui, un Poutine qui se comporterait en partenaire respectable, en chef d'État responsable, bien sûr qu'il faut travailler avec lui. Mais regardez, ne serait-ce que l'épisode de l'avion de la Malaysian Airlines. Qu'est-ce qui s'est passé?
Vladimir Poutine s'est conduit comme un chef d'État irresponsable. Il a donné des armes extraordinairement sophistiquées, des missiles Buk, à des gens qui ne savaient pas s'en servir, à des gens qui s'en sont servis comme à la fête foraine, à des chiens de guerre divisés en gangs rivaux et qui s'en sont servis pour faire les malins. Et ça a coûté en effet un avion et 300 ou 400 morts. Donc je dis que tant que Poutine aura cette politique-là, je crois en effet qu'il faudrait, d'ailleurs l'Europe ne le fait pas, il faudrait que l'Europe lui dise stop, on ne se conduit pas comme ça au début du XXIe siècle. Bas les pattes en Ukraine, bas les pattes en Europe. Je reviens vers vous Léa, mais d'abord Aymeric sur ce sujet. Oui, vous avez une position très étrange, parce qu'effectivement, il y a la vision romantique. Moi, je suis d'accord avec vous. Le mal, c'est pas bien, mais d'abord, le mal, il faudrait définir vraiment ce que c'est. Pourquoi vous avez des indignations sélectives? Il y a des pays dont vous ne parlez jamais. Mais en ce qui concerne Vladimir Poutine, là encore, je ne comprends pas cette obstination par rapport à l'Ukraine. Pourquoi on s'en mêle de cette histoire? Il n'y a pas en ce moment d'épuration ethnique, il n'y a pas en ce moment de massacre de masse. Il y a en effet, vous avez raison, un conflit, il y a l'intervention de la Russie qui se mêle d'une histoire qui la regarde directement, qui est l'histoire de l'Ukraine, où il y a des racines historiques, où il y a des Ukrainiens russophones qui veulent un rapprochement avec la Russie, qui ne souhaitent pas qu'il y ait ce rapprochement actuel entre l'Ukraine... Qui ne veulent pas devenir européens. Qui ne veulent pas devenir européens. C'est aussi une partie de la population qui exprime son opinion, qui peut ne pas vous plaire, je comprends. Mais enfin, de quel droit? Pourquoi l'OTAN se mêle de cette affaire-là? Si ce n'est pour des raisons, pour le coup, purement stratégiques et économiques. Et ça nous arrange bien de faire passer Poutine pour le grand méchant. Est-ce que c'est pas normal qu'il défende des intérêts qui, pour lui, sont tout à fait légitimes et historiques? Là encore, Aymeric Caron, pardonnez-moi, mais la différence là entre vous et moi, c'est que vous n'y êtes pas allé, je crois, et que moi j'y suis allé. Les régions russophones... Oui, c'est pas parce qu'on va quelque part pour dire n'importe quelle connerie sur l'endroit où on est allé. Non, les régions russophones de l'Est, les régions... C'est un peu facile. Je m'étais dit qu'au troisième applaudissement... Attendez, écoutez-moi bien. Qu'au troisième applaudissement sur une information erronée, ce qui est le cas, j'inviterai toute la salle qui est ici à venir voir Hôtel Europe. Parce que je voudrais que vous voyiez de vos yeux et que vous entendiez de vos oreilles de quoi il retourne. Puisque vous avez l'air de croire, en effet, que Poutine est un gentil garçon. Je n'ai jamais dit puisque cela. vous avez l'air de quoi? Une seconde. Mais c'est faux. Puisque vous avez l'air de croire que la Bosnie était un pays où il y avait des musulmans qui se battaient contre des Serbes, c'est très simple. On va arrêter ce débat. Je suis très sérieux. Je vous invite tous ceux qui sont là ce soir, à voir Hôtel Europe. Je vous invite personnellement, je vous demande, lorsque cette émission sera terminée, de donner, si vous le voulez bien, si ça vous intéresse, ceux que ça intéresse, de donner vos noms au bureau de Laurent Ruquier et vous viendrez, si même Aymeric Caron. et Aymeric Caron, vous viendrez juger sur pièce. Vous viendrez juger sur pièce. Bernard Lévy, vous êtes allé en Ukraine, certes, mais vous avez passé combien de temps? Parce que les images que j'ai vues, c'était très furtif. Il ne s'agit pas d'aller sur une place, serrer trois mains devant une caméra pour dire qu'on y a été, repartir, reprendre l'avion et dire j'ai tout compris, j'ai tout vous expliqué. Vous êtes déjà invité, n'insistez pas. N'insistez pas, n'en rajoutez pas, c'est pas la peine. Je vous dis que l'histoire des régions russophones qui seraient naturellement acquises à la Russie, c'est pas si simple pour le coup. C'est pas simple. C'est pas si simple que vous le dites. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'Ukraine? Moi, je crois qu'il faut s'y intéresser pour deux raisons. D'abord pour des raisons d'idéal et ensuite pour des raisons d'intérêt. Les raisons d'idéal, c'est qu'en effet, quand il y a un peuple pas très loin de nous qui s'en fait, un étendard, qui nous dit au péril de sa vie que ses valeurs sont admirables, la moindre des choses, c'est de lui tendre la main. Pas plus. Il ne s'agit pas de le faire entrer dans l'Union européenne, il ne s'agit pas de le faire entrer dans l'OTAN. Au moins, lui tendre la main. Au moins, ne pas le laisser crever sous les balles des Berkoutes à l'époque du Maïdan et sous les balles des chiens de guerre de Poutine. Et la deuxième raison, je vais vous dire, puisque vous voulez faire de la stratégie et que vous voulez faire de la grande politique. Alors faisons-en un instant. Et elle n'est pas très grande. Je ne vois pas pourquoi je m'en priverais. Ah ben ne vous en privez pas. Mais alors je vais vous expliquer. Si on laisse faire aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine, c'est-à-dire si on laisse accréditer l'idée que partout où on parle russe, c'est la Russie, alors il n'y a plus une frontière en Europe qui sera stable. C'est pas le cas. La Belgique, vous caricaturez. Mais pas du tout. La Belgique
Demain, vous aurez les Wallons qui voudront être rattachés à la France. Et d'ailleurs, il y a récemment une déclaration de Poutine en ce sens-là. Vous aurez les Flamands qui iront vers la Hollande. Vous aurez les Catalans français qui voudront se rapprocher des Catalans espagnols. Ne parlons pas de Nice qui reviendra à l'Italie, de l'Alsace et de la Lorraine, ou après tout, pourquoi est-ce qu'elle ne reviendrait pas dans le giron de l'Allemagne, puisqu'il s'y trouve encore un certain nombre de gens qui y parlent allemand. Donc je dis que ces histoires de frontières, c'est de la dynamite. 3 mots. Oui. Et on n'y touche pas. On fait très attention. Trois mots, Et on ne se Émeric, conduit 3 pas mots. comme un apprenti sorcier. J'aime beaucoup vos projections sur l'avenir et votre vision géopolitique du futur avec les conséquences. Mais généralement, quand vous exprimez un avis sur une situation géopolitique, c'est carrément l'inverse qui se produit. Donc, vous étiez pour l'intervention en Irak, me semble-t-il, en Afghanistan. Vous avez eu des propos ambigus. En tout cas, alors prenons un exemple. L'un des contre l'intervention en Irak. Bon, écoutez, moi j'ai lu des choses beaucoup plus ambiguës que ça. Alors, la Libye, vous étiez pour, vous l'avez initiée. Ah oui, la Libye, oui. Quand on voit le résultat aujourd'hui en Libye, c'est marrant, c'est pas ce que vous nous prédisiez à l'époque. Même le Kosovo, vous étiez pour également. Alors, on pourrait reparler, mais ça c'est encore un autre sujet. Prenons plus actuel. La Libye, vous ne prédisiez pas ce qui allait se passer aujourd'hui, ce qui se On l'a passe compris. aujourd'hui. On laisse répondre. Et après, c'est Léa Salamé. C'est fini pour vous, Émeric Caron. Je ne prédisais rien. Vous savez, moi, la vie m'a appris, une vie maintenant assez longue, que déjà, quand on peut empêcher un massacre, quand on peut faire une politique du moindre mal, c'est déjà pas mal. Moi, à l'époque de la Libye, je pensais qu'il fallait empêcher les rivières de sang à Benghazi que promettait le dictateur de l'époque. Je pensais qu'il fallait en finir avec une des dictatures les plus longues de l'histoire contemporaine. Je disais ça. Puis après, ce que je disais aussi, c'est que, évidemment qu'un peuple qui se libère, après des décennies de dictature, ce n'est pas la démocratie presse-bouton. Ça ne vient pas d'un coup, il faut du temps. Il faut des années, peut-être des dizaines d'années, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il fallait empêcher le bain de sang. Je ne disais pas grand-chose d'autre. Vous les avez, les rivières de sang, aujourd'hui en Libye. Bernard-Henri Lévy, c'est bien ça le problème, puisqu'on en vient à la Libye. Je dirais que je vous préfère en dramaturge, parce qu'en dramaturge, quand vous écrivez une pièce de théâtre, vous avez 5 actes, et que le problème dans vos engagements politiques, c'est qu'il n'y a qu'un seul acte. Et c'est une autre de vos marques de fabrique. Ça, c'est vrai. Ah, bah, ça, voyez, c'est vrai. bah, voyez, et c'est ça le problème. Vrai. Et c'est ça mon problème avec vous. La littérature, c'est qu'en effet, la littérature, c'est le cas avec Hôtel Europe, c'est en effet le règne de la complexité, de la contradiction, des doutes. Ça, c'est vrai. Et là, malheureusement, les premiers jours avec vous sont toujours spectaculaires, et ça l'a été en Libye. Il n'y a pas de droit de suite avec Bernard-Henri Lévy, il n'y a pas le day after. Vous ne pensez jamais, comme vous disent les Américains, au jour d'après. C'est ce qui se passe en Libye. Aujourd'hui, vous avez viré Kadhafi, ils ont viré Kadhafi, les Libyens, on leur a donné un coup de main, vous avez joué votre rôle, on parlera de votre rôle, c'est pas très important, j'ai pas envie d'aller sur ça. Mais aujourd'hui, 2 ans après, on a quoi? On a le chaos, on a la guerre civile aujourd'hui, vous les avez, les rivières de sang, on a un pays livré aux milices, on a un marché ouvert à l'armement. Aujourd'hui, on n'a plus Kadhafi, mais on a la Somalie. Moi, j'ai une question à vous poser, Bernard-Henri Lévy. Est-ce qu'il se passe aujourd'hui en Libye, ça vous empêche de dormir? Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui en Libye, est-ce qu'on a le droit ce soir d'avoir un mea culpa de Bernard-Henri Lévy sur la Libye en disant « j'ai pas pensé à l'après-guerre, je n'ai pensé qu'à l'intervention, je n'ai pas pensé au jour d'après ». Attendez, d'abord, je n'ai pensé qu'à l'après-guerre. Je n'ai pensé qu'à l'après-guerre. Le seul problème, c'est que je ne suis pas chef d'État. Et je n'ai pas, en effet, je ne suis pas responsable de tous les problèmes et de toutes les éventuelles solutions des problèmes de la planète. Bien sûr que j'y ai pensé à l'après-guerre. Je peux même vous faire 2 confidences. La dernière conversation que j'ai eue avec Nicolas Sarkozy, président, et la première conversation que j'ai eue avec François Hollande, candidat, au même moment, au mois de février, c'était pour leur dire à l'un et à l'autre, s'il vous plaît, je vous adjure, pensez à l'après-guerre. En février 2012, s'il vous plaît, nous avons, la France, et c'est son honneur, a fait tomber Kadhafi. Maintenant, il faut reconstruire ce pays. La France n'a pas fait tomber Kadhafi, les Libyens ont fait tomber Kadhafi. La France a aidé avec la coalition internationale dont elle a pris la direction. Grâce au président Sarkozy, elle a aidé à faire tomber Kadhafi. Maintenant, il faut aider la nation libyenne à reconstruire un État. Ça a été mon obsession, ça l'est encore aujourd'hui. Maintenant, je vais vous dire, il y a une chose qui m'empêche de dormir. Ce n'est pas le chaos qui règne en Libye. C'est ce qui se passe en Syrie, c'est-à-dire c'est le fait qu'on ne soit pas intervenu en Syrie. Ça m'empêche de dormir. Parce que vous avez raison, l'intervention en Libye, ça donne le règne des tribus et ça donne les guerres terribles qui font des morts entre Zintan et Misrata. La non-intervention en Syrie, ça c'est une vraie question. Ça donne quoi? Ça donne 190 000 morts.
190 000 morts. À qui la faute? À qui Attendez. la faute la Syrie? Non, mais la Répondez-moi, à qui la faute la Et ça Syrie? donne, non, une seconde. Et C'est ça pas donne Poutine. deuxièmement l'État islamique du Levant. Ça donne les coupeurs de tête. Ça donne les barbares de al-Baghdadi. Donc, quand on intervient, en effet, en Libye, ça donne le règne des tribus et ça donne le chaos. Quand on n'intervient pas, ça donne le chaos plus la barbarie la plus absolue. Ce qui m'empêche véritablement de dormir, c'est que depuis 3 ans et demi, on laisse se faire ce compte à rebours infernal La des faute à dizaines qui? de milliers de morts La qui faute à s'ajoutent. qui? Parce que je vous entends sur Poutine, je vous entends La- pas sur la Obama. faute- la Je vous faute aux entends pas sur Occidentaux. Obama. Pardon? Sur Obama, je vous entends Mais, moins. mais d'abord, vous allez m'entendre sur Poutine, parce que c'est la faute au veto russe au Conseil de sécurité. Chaque fois qu'il y a eu une tentative... Mais il est dans son rôle, Poutine. Ben, il est peut-être dans son rôle, mais enfin, c'est la faute à son rôle, en tout cas. Vous me dites la faute à qui? C'est bien la faute à Poutine et au président chinois. Et puis peut-être qu'en effet, il n'y a pas eu ni en Europe ni aux États-Unis la volonté d'arrêter ce carnage. Mais je vous répète, c'est ça la véritable équation. Donc on la n'a pas- non-intervention... On n'a pas de mea culpa ce soir sur la Libye de Bernard-Henri Lévy. Bon, enfin, vous plaisantez. Je vous pose la question. Mais je suis au contraire extrêmement fier de ce que Léa. mon pays a fait en Libye. C'est-à-dire, 1, d'avoir fait tomber un dictateur, 2, d'avoir empêché les rivières de sang, et 3, d'avoir empêché ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, c'est-à-dire, je vous répète, le chaos plus le djihadisme le plus radical. Léa et Émeric, il va falloir faire un choix. Dans toutes vos dernières questions, vous réfléchissez, je fais un petit tour de table, et pendant ce temps, vous faites vraiment le choix de votre dernière question, l'un et l'autre. Peut-être Michel Jonas, vous voulez intervenir? Je vous ai vu passionné par le débat. Oui, mais passionné en même temps, enfin surtout admirateur de la culture de ces gens. Voilà, moi je suis vraiment un auditeur, quoi, et passionné par l'intelligence des propos, etc. Moi, tout ce que je sais en tant qu'artiste, c'est que je pense que l'humanité, si elle doit survivre, c'est si elle a conscience de son unité et du fait que l'homme est relié aux autres membres de cette famille humaine. Voilà, c'est tout. C'est cette solidarité-là. Vous avez Sans raison. frontières. Oui, bien sûr. Mélissa, Thurio, j'imagine que vous êtes déjà rencontrés, que vous connaissez Bernard-Henri Lévy. Ça vous donne envie de vous... Ah non, jamais. Non. Ça vous donne envie d'aller voir Hôtel Europe? Ah oui, j'irai voir Hôtel Europe, volontiers. Je suis déjà une grande admiratrice de Jacques Weber et je vais découvrir cette pièce qui m'a l'air passionnante avec beaucoup de plaisir. Vous êtes tout aussi pro-européenne que Oui, Bernard-Henri je suis Lévy? pro-européenne. Je ne sais pas si je suis tout aussi pro-européenne que Bernard-Henri Lévy, mais je le suis, oui. Je pense qu'on sort. Pour arriver à son état, lui, il faut... Oui, il faut sans doute déjà avoir Des davantage... amphétamines. Il faut se shooter à haute dose. D'ailleurs, il se voyager. shoot, hein, Des dans... amphétamines. Jacques Weber se shoot, absolument. Et Il c'est se- vous, il ça, se qui vous shoot shootez comme gravement. ça aussi, parfois, alors? Parce qu'il y a un contrôle antidopage à la fin de l'émission. Oui, bah, non, à la fin de l'émission, le contrôle sera négatif. Aujourd'hui, rien. Mais à la sortie de la pièce, le contrôle risque d'être positif. Gauthier, Battistella? J'irai voir Hôtel Europe, oui, notamment pour Jacques Weber, que j'adore. Merci. Ah, voilà. pas pour Bernard-Henri Non, Lévy, non, c'est pas ce que je voulais bien dire. compris. C'est pour ça que j'ai dit notamment. Voilà. Mais en tout cas, le débat m'intéresse, mais c'est tellement complexe que je me garderai bien de proférer un jugement. Alors vous êtes invité aussi, voilà. Ah ben merci. On y va pour la c'est dernière moi qui choisis, question. non, c'est pas moi. Oui, c'est- bah, non, mais on va faire les deux. Il y en Vous aura voulez une de- commencer par qui, alors? Ah ben je veux bien commencer par Léa Salamé, pour laquelle j'ai un faible. Voilà. Alors Allez-y. ça, c'est une manière de désamorcer tout de Ça, suite, tu vois, ta c'est- question. Oui, mais ça marche pas. Il est malin, il est malin, au contraire. On m'avait prévenu. L'autre ennemie de Bernard-Henri Lévy du moment, la vivante, après Vladimir Poutine, elle s'appelle Marine Le Pen, traitée, je cite, de peste blonde, qui, quand elle ne valse pas avec les néo-nazis viennois, copine avec les Kadhafi et les Bachar el-Assad, cette nulle sur qui vient de se porter un suffrage sur 4. Voilà ce que vous écrivez, Bernard-Henri Lévy. Qu'est-ce que dit Weber, oui. C'est ce que vous écrivez. Ça, c'est... Moi, je trouve ça nul d'écrire ça encore aujourd'hui. Traiter Marine Le Pen de nulle et de peste blonde. Vous continuez à diaboliser le Front National, à diaboliser Marine Le Pen. Elle a fait 27% aux dernières européennes, Marine Le Pen. Chaque fois que Bernard-Henri Lévy dit que Marine Le Pen est une nulle, Marine Le Pen gagne 3 points. Je crois que c'est l'inverse. Je crois que Marine Le Pen gagne 3 points, pas quand on la diabolise, mais quand on la banalise. C'est ça qui fait monter Marine Le Pen. Et moi, je vais vous dire ce qui m'a choqué récemment à propos de Marine Le Pen. C'est le journaliste sur France Info
qui lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'elle ferait si elle gagnait les élections, s'il y avait dissolution de l'Assemblée, si elle arrivait en tête de l'élection, est-ce qu'elle cohabiterait avec François Hollande? Le journaliste qui a posé cette question à Marine Le Pen, est-ce que vous accepteriez d'être le Balladur, la Balladur ou la Chirac de François Hollande? Celui-là, je pense qu'il fait du mauvais travail. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il traite Marine Le Pen comme un personnage politique comme un autre. Or, elle n'est toujours pas un personnage politique comme un autre. La responsable politique qui dit à votre consoeur, Anne-Sophie Lapix, que les gens comme elle, c'est-à-dire, j'ai même pas envie de répéter, mais que le peuple leur fera rendre gorge le moment venu. Et elle pensait aux dirigeants de Publicis, maison bien connue, dirigée par les héritiers de Marcel Blosten-Blanchet. Lorsqu'elle dit à Anne-Sophie Lapix, en plateau, ça a été repris par toute la presse, qu'il faudra que les Français leur fassent rendre gorge ou leur fassent rendre ce qu'ils leur ont pris, cette femme-là, elle n'est pas tout à fait dans le cercle démocratique. Elle est dans le cercle démocratique, que vous le vouliez ou non. Je suis désolée de vous le dire, je ne vais pas me mettre à défendre Marine Le Pen. Elle est dans le cercle démocratique. Mais elle ne partage pas. Je suis désolée. 25% de Français votent pour elle. Bah oui. Elle ne partage pas les mêmes valeurs que moi et je ne pense pas non plus les mêmes valeurs que vous. Alors en revanche, j'ai une réaction à vous demander et j'arrêterai là. Le vote Front National progresse fortement dans l'électorat juif. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est faux. Sondage IFOP d'aujourd'hui. Sondage IFOP d'aujourd'hui. Quel chiffre? Marine Le Pen a obtenu 13,5% des voix chez les Français de confession juive, s'il vous plaît, en 2012, oui, alors que son père n'avait recueilli que 4,4% en 2007. Il y a de plus en plus de juifs, que ça vous plaise ou non Bernard-Henri Lévy, qui votent pour celle que vous appelez la peste blonde. Est-ce qu'on est en 2012 là aujourd'hui? Mais c'est quoi cette réponse? Est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus de juifs? Je vois ce sondage qui circule. Est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus de juifs qui votent pour Marine Le Pen? Écoutez, pour l'instant, il y a de plus en plus de juifs qui en ont marre qu'on crie mort aux juifs dans les rues de Paris. Il y a de plus en plus de juifs qui en ont marre qu'on attaque des synagogues. Il y a de plus en plus de juifs qui en ont marre qu'à Sarcelles, on casse des vitrines parce que c'est des commerces qui sont supposés être... Attendez, des commerces juifs. Laissez-moi vous répondre. Et il y a donc de plus en plus de juifs, pour reprendre votre manière de dire, il y a de plus en plus de juifs qui se posent des questions quant à leur place en France. Est-ce qu'ils sont toujours les bienvenus ou pas? Ça, c'est la question d'aujourd'hui. Moi, d'ailleurs, j'ai une réponse. Elle est dans Hôtel Europe. Jacques Weber parle de ça. Il parle de ces gens qui attaquent les synagogues et qui trouvent en revanche scandaleux qu'on interdise des spectacles de Dieudonné. Et le personnage d'Hôtel Europe dit qu'il faut rester en France, qu'il faut se battre, que les juifs et les démocrates et les républicains sont encore majoritaires et que même s'ils sont les premiers attaqués, ils sont les premiers défenseurs de la République. Moi, c'est ma thèse. Vous n'avez pas répondu à ma question. Attendez, je pense qu'il faut rester en France et je pense que dans la mesure même où les juifs sont peut-être aujourd'hui les premiers attaqués, ils sont les premiers défenseurs de la République et ses sentinelles. Marine Le Pen, je crois qu'elle est toujours dans la problématique de son père. Cette femme qui va... lorsqu'elle va valser à Vienne, parmi les dizaines et les dizaines de corporations pan-germanistes qui choisit précisément la plus nazie de toutes, cette femme qui, lorsqu'elle est interrogée sur les lois de Vichy par un journal récemment, refuse de se prononcer parce que, dit-elle, elle ne veut pas dire du mal de son pays, je crois que le logiciel n'est pas cassé. Et le sondage auquel vous faites allusion, que je vois circuler depuis ce matin sur Internet, c'est étrange. C'est un sondage qui donne des chiffres de 2012. Qu'est-ce que c'est que ce sondage qui nous parle de 2007 et 2012? Ça ne veut rien dire. Ça veut dire que c'est difficile de mesurer pour qui votent les musulmans et les juifs, et donc ils ont mis du temps. Aujourd'hui, septembre 2014, de plus en plus de juifs qui s'apprêtent à voter Front National. C'est faux. En revanche, il y a de plus en plus de juifs qui se posent des questions sur leur appartenance à ce pays, c'est vrai, et ils y restent, et ils se battent, et ils rendront coup pour coup. Ça, c'est vrai aussi. Mais ça n'a rien à voir avec le Front National. Vous allez plus loin que d'aller contre Marine Le Pen ou son père, Jean-Marie. Vous en prenez, et ça c'est assez rare, aux électeurs. Parce que c'est vrai, vous l'écrivez, ça c'est dans la deuxième partie de votre livre, il faut zoomer sur les électeurs. Et oui, les électeurs, je sais, je vous cite Bernard-Henri Lévy, je sais que ce n'est pas bien vu et que s'il y a une règle en France, c'est celle qui dit tapez tant que vous voulez sur les chefs, mais pas touche aux électeurs. Les électeurs, c'est sacro-saint. Si quand on est électeur, on vote pour des chefs pareils, c'est qu'on a été abusé, intoxiqué, drogué à la mauvaise came de dealers qui ont fait main basse sur le marché de la désespérance et du mal-être. Pouvez-vous imaginer un seul instant qu'il puisse y avoir en France, dans ce cher et beau pays qui a inventé la démocratie et les droits de l'homme, 25% de crypto
para, post ou néofasciste? Vous répondez à la question que vous posez vous-même. Je n'imagine rien, je vois. Et surtout, j'essaie d'avoir et de la mémoire et de la suite dans les idées. S'il ne peut pas y avoir 25% de néofascistes dans la France des années 2010, il ne pouvait pas non plus y en avoir 50% dans celle des années 30, ni 80% dans celle qui plébiscite en 1940 un maréchal gâteux, ni en vertu du même raisonnement une majorité d'Allemands pour porter au pouvoir en 1933 un petit caporal hystérique et inculte qui s'emmêlait les pinceaux dans ses cartes d'état-major. Et pourtant, alors je ne dis pas bien sûr que l'on est nazi à vie. Je sais que le fascisme, heureusement, ça va, ça vient, mais je dis que les électeurs marinistes savent le plus souvent ce qu'ils font. Bien sûr. C'est assez rare de lire ça. Ben oui, mais je crois que c'est vrai. Je crois qu'il y a un moment où il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Il faut arrêter de faire comme s'ils étaient des enfants qui avaient été endormis par des marchands de sable maléfiques. Il y a un moment où il faut admettre que les peuples ont les chefs qu'ils méritent et où ils savent ce qu'ils font. Il y a aujourd'hui 25% de gens qui, en connaissance de cause, votent pour un parti politique qui, à tous égards, n'est pas tout à fait dans le cercle et dans l'ordre républicain dont nous parlons tout à l'heure. Vous savez, on avait fait, par exemple, à la règle du jeu, au moment des élections municipales, une grande enquête. Vous n'acceptez pas le fait qu'un pourcentage de ces 25% vote pour Marine Le Pen par désespoir? Mais il y avait un pourcentage des gens qui votaient Hitler qui votaient par désespoir, qui votaient parce qu'ils étaient au chômage, qui votaient parce que le marque perdait 50% tous les jours. Bien sûr qu'il y a toujours du désespoir dans le fascisme. Le fascisme, ce n'est pas le mal incarné, c'est le mal, mais il est nourri par des passions élémentaires. Je pense que ces électeurs du Front National sont des gens qui souvent d'ailleurs sont extrêmement précis, compétents, obsédés par les statistiques, drogués aux chiffres, drogués aux chaînes d'information. Ils savent ce qu'ils font. Et d'une certaine manière... Je pense que la description que vous faites, à mon avis, ça n'engage que moi, mais c'est peut-être les 10 ou 12% qui votaient il y a encore quelques années pour Jean-Marie Le Pen. Mais moi, je vous parle de la différence entre ces 10% et les 25%. Mais je crois que ce sont des gens qui pensent réellement que la préférence nationale, c'est bien. Ce sont des gens qui pensent réellement que Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, c'est une honte. Il y a probablement 20, on ne va pas jouer avec les chiffres, mais il y a un grand nombre de Français qui se reconnaissent dans cette une immonde de Minutes et dans cette une à peine moins immonde de valeurs actuelles, bien sûr. Aymeric Caron, c'est votre dernière intervention. Bernard-Henri Lévy, je partage avec vous votre dénonciation de toutes les formes de barbarie, de toutes les morts innocentes dans le monde. Vous disiez dans l'émission de Benoît Duquesne, à qui on rend hommage, la chose qui m'horrifie, ce sont les massacres quand les hommes et les femmes meurent en vrac, meurent en tas, sans nom, sans nombre, sans visage. Et nous sommes d'accord. Pourquoi ne vous entend-on pas dénoncer la politique de Benjamin Netanyahou contre les Palestiniens, contre Gaza? Pourquoi ne vous avons-on pas entendu fermement cet été, mais ça s'est passé des années précédentes dans d'autres circonstances également, dénoncer cette politique qui a mené cet été donc à la mort de 2000 personnes, dont les 3/4 sont des civils, 500 enfants, des personnels humanitaires visés, des écoles de l'ONU bombardées, des enfants qui jouent sur une plage, qui sont bombardés par l'armée israélienne. On a compris la liste. N'entrez pas, croyez-moi, n'entrez pas dans ce débat et ne jouez pas avec ça. Il ne s'agit pas de jouer, attendez. Je pense qu'il est important, pardonnez-moi, je veux répondre à ça. Je pense qu'il est important, Bernard-Henri Lévy, que l'on puisse avoir un débat serein sur la question. Moi, je suis prêt à pleurer chacun de ces enfants palestiniens innocents morts. Et je pense que c'est chaque fois inacceptable. Mais, premièrement, il faut dire qui sont les responsables de cela. Ceux qui sont les responsables de cela, c'est le Hamas, qui, par sa charte, par les roquettes qu'il envoyait par pure provocation sur Israël, a voulu et déclenché cette guerre, a refusé, jusqu'à la dernière fois, le fameux cessez-le-feu qui enfin est en vigueur. Et j'ajoute, moi je veux bien pleurer, vous savez, je crois que c'est Desproges ou Coluche qui disait « Je suis prêt à rire de n'importe quoi, mais pas avec n'importe qui ». Moi, je suis prêt à pleurer les enfants palestiniens, mais pas avec n'importe qui. Ça veut dire que je pleurerai les enfants palestiniens avec ceux qui sont aussi descendus dans la rue
pour pleurer les enfants syriens, pour pleurer les enfants d'Arfourie, pour pleurer les 200 000 Tchétchènes, et pour pleurer les civils israéliens, et pour pleurer les civils israéliens de Sderot et des autres villes du Sud visées par les roquettes. Moi, je déteste le deux poids et deux mesures. Et j'aimerais, je suis prêt... Attendez, Exactement. je suis prêt à pleurer les enfants palestiniens morts avec ceux qui sont aussi prêts à pleurer les 160 enfants palestiniens qui sont morts ensevelis pendant la construction des tunnels. Est-ce que vous le savez ça Ce qui est sûr, c'est que ceux qui dénoncent aujourd'hui ce qui se passe en Palestine dénoncent également les morts de Syrie, dénoncent des situations barbares dans différents endroits du monde. Je ne les ai pas vus. Il n'y a pas des peines sélectives, en tout cas, de la part de ces gens-là. Émeric Caron, s'il vous plaît. Ne recommencez pas. Recommencez quoi? Ceux qui sont... Pardon, Bernard Lévy. Ne recommencez pas. On a compris. Stop. On a compris. Je vous répète. Je ne suis pas sûr. Par exemple, quand vous comparez... on insiste, mais Non, je voudrais répondre à ce que vous dites. Est-ce que vous comprenez que l'opinion internationale soit choquée lorsque vous faites cette comparaison? Il ne s'agit absolument pas de défendre des tirs de roquettes du Hamas sur des innocents israéliens, qui n'ont aucune raison d'être, on est d'accord. Mais avouez tout de même qu'il y a ce qu'on peut appeler une réaction disproportionnée qui est dénoncée par de nombreuses associations de défense des droits de l'homme, par des institutions internationales, puisque même si les chiffres, on est d'accord, parfois ça déshumanise les choses, mais on est quand même parfois obligé de les citer. Il y a eu pendant ce conflit 3 civils israéliens qui sont morts des suites de ces tirs de roquettes, et on les déplore, on les déplore. Bon, pensez-vous pas que la réaction qui en face produit plus de 2000 morts est disproportionnée? Alors si vous voulez parler des chiffres, je vous répète que je suis prêt à pleurer les 2000 morts que vous évoquez, avec ceux qui sont prêts à pleurer les 200 000 morts du Darfour, avec ceux qui sont prêts à pleurer le 1 million de morts du Sud-Soudan, avec ceux qui sont prêts à pleurer les 300 000 morts de Syrie. Or, ceux qui sont descendus dans la rue, ces manifestants, ces indignés d'un jour, ces hamassistes du dimanche, ils ne sont descendus pour aucune des causes dont je vous parle. On ne les a pas entendus. Vous êtes allé les interviewer? Vous êtes allé les interviewer pour savoir qui sont ces gens? Est-ce que vous avez vu une manifestation importante dans les rues de Paris pour la défense des civils syriens massacrés? Est-ce que vous avez vu, à part celle que nous avons organisée avec quelques-uns de mes amis, où on était 3 pelés et 4 tondus, avec André Glucksmann et quelques autres pour la Tchétchénie, on était 50, on était 100, où étaient-ils les 20 000 personnes? Je parle de vous, Bernard Lévy, intellectuel, intellectuel français, juif qui revendique sa judéité. C'est très présent chez vous, c'est très présent dans votre livre, et vous avez raison. Ne pensez-vous pas que si vous portiez un discours fort sur cette question, ça pourrait peser de son poids, justement? Mais je porte un discours, je ne sais pas s'il est fort, je porte le même discours depuis 40 ans. Je suis, comme disait Michel Jonas, pour la fraternité entre les hommes et les peuples. Je suis pour 2 États vivant côte à côte. Je suis pour que les Palestiniens en finissent avec ce statut d'otage de leurs dirigeants criminels lorsqu'il s'agit par exemple du Hamas. Je suis l'un des fondateurs d'une organisation qui s'appelle J. Cole. Je suis l'un des parrains du plan de Genève. Pardon avec ces jeux, mais puisque vous m'interpellez, je ne sais pas s'il est assez fort pour vous, ce discours-là. C'est en tout cas le mien. Je suis pour les 2 États côte à côte. Mais je ne suis pas pour défiler avec des antisémites qui descendent dans la rue pour casser du juif et qui se moquent des Palestiniens. Ils n'étaient pas des antisémites. Pardon, c'est très important. Pardon, Laurent, c'est très important. Vous ne pouvez pas. Pardon, c'est très important, Bernard Lévy, ce que vous dites là. Justement, parce que vous avez le souci de la précision. Vous ne pouvez pas laisser croire ce soir que des gens qui manifestent contre les morts en Palestine sont des antisémites. Ça n'a rien à voir. J'ai écrit, mon cher... Alors, j'ai écrit un certain nombre d'articles cet été sur la question. Je les ai lus. Bien. Alors, si vous les avez lus, vous savez que j'ai dit qu'il se trouvait certainement parmi ces manifestants des hommes et des femmes de bonne volonté. J'ai dit aussi qu'il y avait ces proches de Dieudonné et de Soral qui ont constitué une organisation ad hoc pour l'occasion. Je dis qu'il y avait ces gens qui défilaient au cri de Israël, je ne sais, j'ai même pas envie de répéter ces slogans, ça me dégoûte, ça me donne la nausée. Voilà. Après, les enfants palestiniens, chacune de ces morts-là est évidemment inacceptable. J'ai juste une question. Qui a gagné la guerre de cet été? Qui a gagné la guerre de cet été? Personne, probablement. C'est ce qui fait que cette guerre C'est le Hamas qui a gagné.
C'est possible, je ne sais pas. C'est bien ce qui, par-delà ce dont nous parlions à l'instant, ce qui me navre. Les guerres pour rien. Vous savez, moi j'ai connu quelques guerres dans ma vie, y compris d'ailleurs la guerre du Liban. Et ça, je crois que vous connaissez un tout petit peu aussi. Et les guerres pour rien, les guerres qui n'ont servi à rien, qui n'ont rien fait avancer, c'est probablement Donc, vous nous dites que la guerre d'Israël, qu'en tout cas que l'opération de cet été, c'était une guerre pour rien? Je crois que dans la mesure où le Hamas, qui est toujours là, et qui est en effet un parti d'extrême droite arabe, qui est un parti qui est parent de l'État islamique, hein, les gens qui décapitent James Foley et bientôt d'autres, et d'autres déjà, et le Hamas, c'est la même famille politique. Donc en effet, dans la mesure où les gens du Hamas sont toujours là, dans la mesure où ils continuent à exécuter, à faire des exécutions sommaires des Palestiniens supposés être collaborateurs, dans la mesure où il y a encore des enfants palestiniens qui vont mourir dans les tunnels qu'ils vont encore recreuser. Je ne sais pas si vous avez entendu c'était une guerre pour rien. 160 enfants palestiniens morts, source Hamas, des mains du Hamas. Donc c'était une guerre pour rien. Donc dans la mesure où le Hamas est toujours là, bah, hélas, oui, c'est une guerre pour rien. Et ça, c'est terrible. Ça donne envie c'est désespérant, bien sûr. Pour en savoir plus sur ce que pense Bernard-Henri Lévy, même si on a eu un bel échantillon sur le plateau ce soir, Hôtel Europe, c'est chez Gracier avec ses réflexions sur un nouvel âge sombre. Et au théâtre, n'invitez pas tout le monde sur tous les plateaux parce qu'autrement ça va être terrible. Il n'y a qu'ici. Ah bon, très bien, alors Il n'y ça a va. qu'ici. Mais évidemment, vous irez donc au théâtre de l'Atelier applaudir Jacques Weber dans Hôtel Europe à partir du 9 septembre précisément.